c'est parti. Donc là, le nasopharynx, c'est une des rares localisations qui a été pilotée, non par un chirurgien, mais par un radiothérapeute, puisque c'est une localisation radiothérapique par excellence. Donc du coup, j'ai rencontré plein de chirurgiens très sympas, c'était très intéressant. Pour les réunions, parce qu'il y a eu pas mal de réunions, heureusement au début en présentiel, avant de devoir passer au virtuel avec le Covid. Alors là, pour le coup, on parlait de référentiels qui ont été bloqués quand même il y a déjà quelques temps. Je pense que le nasopharynx, ça fait partie de ceux qui risquent de rebouger les plus rapidement en ce qui concerne le BV en particulier. Donc le groupe de travail, on avait un radiothérapeute, des chirurgiens, des oncologues, puisqu'il se passe quand même pas mal de choses du point de vue des traitements médicaux. Et donc les mêmes systèmes de relecture, etc., qui vous ont été expliqués pour le larynx. Donc, on a retenu 3 variants histologiques classiques, donc les carcinomes épidermoïdes, kératinisants, non kératinisants, et les indifférenciés type UCNT. Les non kératinisants sont presque toujours liés à l'EBV, et on n'avait pas inclus dans le référentiel les variants histologiques type lymphome. Je pense que tu me confirmeras, Maria, que ça ne se traite pas vraiment pareil. On voit plus avec la pédiatrie, je pense, mais c'est pas les mêmes pathologies. Sachant que le variant histologique, quand on reste dans cela, n'a pas d'impact pour l'instant sur la décision thérapeutique. Donc la radiothérapie, c'est le traitement de référence des nasopharynx. J'avoue que c'est tellement de traitement de référence que quand il a fallu rédiger, le plus dur, ça a été de trouver une justification bibliographique au fait que ça soit la référence. Voilà, pas des têtes de phase 3, voilà. Pourquoi? Parce qu'on est sur une tumeur extrêmement radiosensible. Enfin, on sait tous à quel point ça marche vraiment bien la radiothérapie, qui serait d'un abord chirurgical difficile, avec des aires ganglionnaires, avec un risque d'atteinte rétropharyngée important, donc des choses qui sont quand même très difficiles d'accès. Nous, en radiothérapie, on n'a pas de souci pour aller traiter en préventif la base du crâne, des endroits très difficiles d'accès, qui sont très radiosensibles, donc un niveau de preuve élevé, tellement élevé que j'ai pas de biblio. Et donc associer une chimiothérapie concomitante en dehors des stades T1, N0 en l'absence de contre-indication. Donc le bilan initial ressemble à celui des carcinomes des VADS standards. Donc on a bien le scan ORL thorax incluant la base du crâne. Là, il est vraiment indispensable d'avoir une IRM ORL, c'est pas optionnel. Il fait partie des rares indications aussi où le TEP scanner est indispensable et quel que soit le stade, du fait d'une grande lymphophilie. Et pour préparer la radiothérapie, il est nécessaire d'avoir un bilan endocrinien. Puisque là, systématiquement, alors il y a des cas, des fois c'est au cas par cas, un neuropharynx, ça peut nous arriver quand il faut traiter haut, mais là on a une irradiation de la base du crâne, donc on a un risque d'induire à terme une insuffisance hypothalamo-hypophysaire, donc du coup on se doit d'avoir un bilan endocrinien de référence et de le contrôler une fois par an. Donc la radiothérapie conformationnelle avec modulation d'intensité, c'est évidemment la référence maintenant. C'est la référence pour toutes les localisations. Mais à noter que le nasopharynx fait partie des rares localisations où la RCMI n'a pas seulement montré un intérêt en toxicité par rapport aux techniques d'irradiation anciennes, que seuls les plus vieux ici comme moi ont connues, mais ça a aussi montré en termes d'efficacité, parce qu'on est sur une zone qui est tellement à proximité d'organes à risque et sensibles et vitaux, que c'est vraiment l'IMRT qui a permis de délivrer la dose équivalente à 70 degrés qu'on souhaite délivrer sur ce type de tumeur. Donc c'est une des rares tumeurs ORL où on a montré non seulement un bénéfice en toxicité, mais aussi en contrôle tumoral. Il y a des guidelines très précis qui existent pour la définition des volumes, je vous ai fait gré des 10 pages. Évidemment, les équipes de référence, et nous ce qu'on suit, c'est les équipes d'Asie, qui en ont tellement qu'on leur fait confiance pour les volumes. Voilà. Et puis donc le bilan endocrinien, comme je vous dis, est recommandé une fois par an du fait du risque d'insuffisance hypothalamo-hypophysaire. J'en ai jamais eu. T'en as déjà eu, Maria?
une insuffisance hypophysaire après un nasopharynx. Non. Mais le risque existe théoriquement, donc on se doit de le faire. Voilà. Et c'est pour ça que normalement, nous, dans notre courrier à 5 ans, on met bien au médecin traitant qu'il faut continuer à le faire une fois par an. Donc ça peut être à l'ORL éventuellement d'être un petit peu vigilant avec ça. Puisque comme le dit Marie, en effet, ça peut être assez... en cas de reliquat après radiothérapie, donc après 10 semaines post-traitement, hein, vous savez que la radiothérapie, on est sur un type de mort cellulaire programmée. Hein, la majorité des cellules qu'on tue en radiothérapie, c'est par apoptose. C'est pas comme la chirurgie où c'est immédiat. Donc c'est pour ça que les évaluations n'ont pas d'intérêt tout de suite, parce que si vous voulez, les cellules vont être mortes biologiquement, mais encore présentes physiquement. Donc il ne faut pas se précipiter pour faire des examens invasifs, des compléments, des chirurgies avant, enfin c'est pas pour rien que nous on laisse au moins 3 mois avant d'évaluer. En tout cas, on se stresse pas avant 10 semaines et sous réserve d'une confirmation histologique, hein, parce qu'on peut avoir faussement des images inquiétantes et une biopsie négative, on peut compléter éventuellement la dose en radiothérapie stéréotaxique ou en curithérapie avec des taux de contrôle local assez intéressants. Et éventuellement, la chirurgie peut être discutée. Alors c'est vrai que la radiothérapie stéréotaxique a quand même permis des progrès pour aller délivrer des doses extrêmement précises, avec des doses équivalentes assez importantes sur un territoire très localisé et plutôt difficile d'accès. Donc c'est vrai que c'est une indication intéressante. La curithérapie, j'y reviens après. Alors autant je défends, vous avez compris, assez fermement la curithérapie. La curithérapie du nasopharynx, je pense qu'il y a peu, voire pas d'équipe en France qui le pratique. C'est une technique en plus où on va mettre un système endocavitaire. Je pense qu'il faut vraiment très très bien maîtriser la technique pour le faire correctement. Ça a l'air d'être le cas de pas mal de collègues européens, mais je ne pense pas qu'en France il y ait d'équipe qui le fasse. Donc en tout cas, si c'est bien maîtrisé, pourquoi pas. Par contre, la radiothérapie stéréotaxique, pour le coup, ça c'est une technique qui est quand même maintenant bien répandue en France, bien maîtrisée. Donc je pense que c'est ce qui a utilisé en premier dans les 2 techniques d'irradiation. Non, j'ai du mal avec la souris. On a aussi dans le même cas les récidives locales, à distance du traitement. Donc là, dans ce cas-là, on ne traite que la récidive locale. On est sur un terrain qui a été irradié et dans des endroits un petit peu sensibles. La probabilité à 2 ans de survie n'est pas brillante, hein, par rapport au cas des récidives, enfin, pardon, des reliquats sur lesquels on peut aller compléter un petit peu la dose. Le traitement de référence, c'est la radiothérapie stéréotaxique. Comme toujours en réirradiation, si on ne remet pas au moins 50 degrés, voire 60 degrés, ça n'a pas d'intérêt. Et on peut éventuellement envisager un traitement concomitant. Bon, ça a discuté au cas par cas. Puis selon la technique d'irradiation, bon, comme toujours dans les cas de réirradiation, on a un risque de toxicité sévère. Et un schéma fractionné est préférable à une séance unique. Mais bon, de toute façon, vu où c'est situé, on ne s'amuserait pas trop à faire des séances uniques. On optimise la balistique pour limiter la dose aux carotides. Et puis, comme je vous disais, la curithérapie peut être aussi une alternative, sous réserve qu'on ait une équipe qui le maîtrise bien. Et je ne suis pas sûre qu'il y en ait en France. Et puis, la question aussi peut se poser de la protonthérapie. Donc là, il y a 3 centres en France. Éventuellement, bon, ça, c'est une discussion entre radiothérapeutes pour quelque chose qui pourrait être accessible à de la protonthérapie, mais pas à la stéréotaxie. Pourquoi pas savoir y penser, puisqu'en effet, en base du crâne, ça peut être quelque chose pour lequel la balistique des protons est intéressante. Les protons, pour les non-initiés, à la différence des photons qui vont avoir une énergie qui augmente, qui se déposent là où on dit, mais qui ont une dose de sortie, les protons, ils avancent, ils déposent la dose et ils s'arrêtent. Ce qui fait qu'on peut grossièrement tirer face au crâne. Et c'est par exemple une des grandes indications d'irradiation de protons, c'est les mélanomes choroïdien où du coup le patient est face à la machine et c'est calculé pour délivrer la dose pile sur le mélanome choroïdien et pas derrière, ce qui permet de conserver la vue, etc. Donc c'est des balistiques qui peuvent être intéressantes sur une base du crâne. Voilà, des indications qui ne sont pas très fréquentes. Il y a 3 centres en France, mais ça normalement c'est plutôt au radiothérapeute de savoir quand adresser un patient en protonthérapie en fonction de ce qu'il peut proposer. Alors la place de la chimiothérapie, donc en radiosensibilisant en chimiothérapie concomitante. C'est démontré par de nombreuses études, sauf pour les tumeurs T1N0. Et ça peut se discuter pour les T2N0 en fonction de l'état général. Le standard, c'est le cisplatine toutes les 3 semaines.
avec du cisplatine hebdomadaire qui a seulement été retenu en option par les oncologues pour le référentiel. La chimiothérapie adjuvante n'a pas de bénéfice prouvé. Si on arrête les informations au moment où on a clôturé il y aurait peut-être une piste, mais ça ne concerne pas ce référentiel, parce qu'évidemment, avec les EBV, il y a pas mal d'études en cours en Asie, et ça a été une des grandes questions quand a été créé le référentiel sur la place ou pas qu'on laissait au dosage, au marqueur EBV, etc. Donc pour l'instant, il n'y avait rien d'assez formel pour qu'il soit retenu pour le référentiel, mais on ne serait pas très surpris de le voir arriver dans les années qui viennent. Et là, à l'Estro, la semaine dernière, a été présentée une étude où il faisait un dosage du marqueur de l'EBV après le traitement. Et pour les patients qui avaient encore de l'EBV dosable, ce qui était plutôt signe de mauvais pronostic, dans leur étude, il y avait un intérêt pour ces patients à une chimiothérapie adjuvante. Donc, c'est-à-dire qu'ils sélectionnaient des patients avec une mauvaise réponse pour faire de la chimiothérapie adjuvante. Donc voilà, c'est pas dans le référentiel, mais il est possible que cette partie-là bouge dans les années qui viennent. Il se passera certainement des choses en termes de stratégie thérapeutique avec le BV, mais pour l'instant, il n'y avait pas de niveau de preuve ni de choses assez carrées pour que ça soit dans le référentiel, mais ça va certainement bouger. La chimiothérapie adjuvante, par contre, ça, c'est vraiment recommandé pour les tumeurs T3, T4 et les tumeurs à l'hépatite ganglionnaire importantes. Voilà, ça a montré son bénéfice. Et puis les dernières recommandations pour les contourages en radiothérapie, c'est quand même de tenir compte de la réponse à la chimiothérapie adjuvante, en particulier en ce qui concerne le parenchyme cérébral, puisque c'est des patients qui ont facilement des atteintes vers le parenchyme cérébral pour limiter les toxicités. Donc ça, voilà, pour les patients dont l'état général le permet, c'est recommandé avec un haut grade. En traitement palliatif, c'est similaire aux autres traitements des voies aérodigestives. La première ligne, c'était quand même cisplatine, gemcitabine. Et puis sinon, pour le reste, je crois que vous avez une très belle présentation ce matin de Yolanda pour les choses à venir. Mais pour l'instant, il reste un petit peu sur ça. Et sinon, taxane, platine 5F. La place de la chirurgie. Donc, ça peut être proposé en rattrapage sur un reliquaté ou sur une récidive chez les patients sélectionnés. Donc, de toute façon, dans ces deux cas-là, il faut vraiment une discussion collégiale et prendre en compte les avantages, les inconvénients de la réirradiation, de la chirurgie, pour choisir ce qui sera le plus adapté pour un patient. Ce qui est plus fréquent, je pense, c'est les reliquats ganglionnaires, des patients avec on sait que les nasopharynx sont facilement des volumineux ganglions au départ, et c'est sûr que aller opérer sur un reliquat ganglionnaire confirmé au TEP, ça c'est plus fréquent et ça a tout à fait sa place. J'ai fini, je ne vais pas mieux refaire. Bon, ben, merci beaucoup, c'était très clair. Et ça, on a l'impression au fur et à mesure de la journée que finalement, on est dans les clous, dans nos pratiques. C'était un peu l'objectif. Moi, j'ai le souvenir, il y a un certain nombre d'années, j'ai passé un an au centre Oscar Lombray à Lille. J'avais été très marqué par une conférence d'un chirurgien taïwanais qui était venu nous parler de chirurgie de rattrapage après réirradiation. Et il avait une série de plus de 100 patients à Taïwan. Alors, on n'est pas allé vérifier, mais ça m'est resté quand même en me disant, y penser. Bon. De toute façon, reliquat ou récidive, il faut discuter entre chirurgien et radiothérapeute. Et donc, oncologue si on n'a pas de solution locale, mais c'est vraiment au cas par cas sur des zones aussi sensibles en territoire irradié. Il faut discuter en fonction du pour, du contre de chaque technique et pour chaque patient. Hein. On a quelques malades qui sont encore là avec des chirurgies de rattrapage, mais ce sont des histoires de chasse. Ouais. Dans l'ensemble, on a plutôt des patients qui ont des bons pronostics. Alors en plus, c'est vrai que c'est quand même une localisation particulièrement satisfaisante pour le radiothérapeute et l'oncologue, parce que c'est typiquement des jeunes patients qu'on voit arriver semi-comateux
avec des tumeurs qui T4. Déjà, l'oncologue va le ressusciter en une cure de chimio. Ça fond, on irradie derrière, on leur dit au revoir, ils élèvent leurs enfants. Enfin, heureusement, c'est surtout des belles histoires, hein, les nasopharynx, avec pourtant des tumeurs souvent très évoluées initialement. Il y a quand même d'énormes progrès en balistique. Hein, oui, et puis on fait beaucoup moins de nécrose temporale qu'avant grâce à l'IMRT, donc ils vieillissent mieux. Oui, oui.